Bonjour à tous, bienvenue dans Bazar. Salut Étienne. Salut Hugo. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle sortie de Jumpers ou Hoppers en version originale, le nouveau film des studios Pixar. Et je laisse tout de suite la parole à Étienne pour qu'il introduise un peu le film dont nous allons parler. Alors, donc c'est un film qui, est réalisé par Daniel Chong. Hem, pour, être assez succinct sur le sujet du film, en une phrase, on va dire que c'est un film qui se concentre sur l'écoute du vivant via, un dispositif de passage perception, un peu comme on peut en avoir, dans Avatar. Hem, donc ce sera forcément un film sur l'écologie, sur le rapport au vivant, l'être humain et son rapport aux animaux. Et pour moi, ça me paraissait important de rapidement parler de, l'état de Pixar post-Covid. Qu'est-ce qu'on attend d'un film Pixar en 2026, au regard de ce qui est sorti avant et de son héritage? Donc, pour moi, là, je vais parler en mon nom, c'est un studio qui a beaucoup, changé avec la bascule, du streaming et qui a une perception publique assez spéciale parce que, dans l'imaginaire collectif, si vous me permettez le terme, le problème de Pixar aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement, les films qui sont jugés en tant que tels, mais c'est aussi la comparaison permanente avec leur propre âge d'or. Et donc c'est plutôt vu comme une institution que comme un studio normal et à juste titre. Hem, donc après les années 2020, donc après l'accélération post-Covid, il y a une méthode, moi je relève une méthode de consommation et de perception, qui devient, plus axée sur le divertissement. Donc l'idée ce serait de soutenir que le Covid aurait accéléré notre rapport au divertissement. Je me souviens notamment de Noémie Luciani qui en parlait au festival d'Annecy en 2021, hem, comme le moment où la question devient explicite, donc c'est-à-dire que les films sont consommés, qu'il y a moins d'événements, qu'on compare plus facilement par nostalgie et la mécanique Disney et des plateformes Disney, là-dedans me paraît importante parce que, Pixar se retrouve pris entre 2 logiques, donc le film événement et le produit catalogue. Heu et donc les films originaux qui sont sortis depuis le Covid ont payé en quelque sorte le prix symbolique de ce changement. Donc alors on va pour ne pas les juger forcément comme mauvais, ils sont perçus comme moins importants, hem, aussi parce qu'on est passé d'un studio d'auteur à un studio de franchise. Donc pour moi, c'est pas une catastrophe artistique, mais ça change l'attente du public et donc forcément, comme Jumpers arrive dans ce contexte, ça donne un film qu'on juge avant même de voir. Je sais pas toi trop ce que t'en penses, Hugo, je sais que tu as un rapport à Pixar qui est assez nourri, tu c'est un studio que tu aimes vraiment profondément et Oui, mais quel est c'est ton peut-être mon studio de cinéma préféré. En tout cas, c'est celui qui a le plus compté pour moi en tant qu'enfant et adolescent. Et qui continue de compter aujourd'hui, hein, quand je revois les films, ceux qui sont sortis notamment au début des années 2000. Je suis d'accord avec ce que tu viens de décrire sur l'évolution du studio et de sa ligne. Il y a eu un tournant esthétique et un tournant industriel et commercial autour des années 2020, avec pour moi une exception qui est le fabuleux Soul de Pete Docter, qui à mon sens, parmi ce que le studio a fait de plus abouti. Euh, mais ce qu'on pourrait appeler, moi j'oserais presque parler de déclin. C'est à nuancer, tu es plus nuancé que moi, mais j'oserais presque parler de déclin. Ce qu'on pourrait appeler le déclin du studio commence pour moi avec Le Voyage d'Arlo et Coco, dont je sais qu'il est très apprécié par beaucoup de gens qui nous écouteront, mais c'est pas spécialement mon cas. Ce n'est pas un mauvais film, ce n'est pas un film inintéressant, ce n'est pas un film raté, mais c'est un film qui perd quelque chose justement de ce qu'on peut appeler l'âge d'or Pixar et qui est difficile à cerner. Et donc Jumpers, pour moi, sort à une époque où j'attends moins de choses des films Pixar, même si le fait de voir Luxo sauter sur le i et l'écraser au début du film me fait toujours espérer un petit miracle.
Hem et donc j'ai vu le film et c'est dur de voir ce qu'on aime, heu, perdre autant de sa superbe, se faire un peu piétiner comme ça parce que, au-delà d'une critique qui serait facile en disant: «Oui, le film est nul et les anciens sont géniaux», je trouve que les principaux problèmes de Jumpers, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que le film s'inscrit dans tout ce qui ne va pas, par exemple dans l'humour, dans les films pour enfants contemporains ou dans le rythme, gestion excessive, hyper active du rythme. Un humour, surexplicité, hyper référentiel, qu'on vient appuyer constamment, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti tout de suite, mais même dès la bande annonce et ça s'est pleinement confirmé. Je sais pas ce que tu penses déjà de cet aspect-là du film? Si, bah, je suis complètement d'accord et c'est compliqué de pas le remarquer. C'est ce qu'on pourrait appeler la postmodernité, dans le cinéma d'animation. Hem, c'est donc qui se fo qui est fondé et c'est quelque chose quand même qui est majoritaire dans les œuvres faites en CGI. Je sais pas, je pense qu'on peut observer une espèce de ramification ou un comment dire? Un dialogue entre la méthode utilisée et justement le fait d'utiliser tout le temps, les mêmes méthodes gaguesques, l'autoréférence, déconstructrice en quelque sorte avec l'avalanche de références, casser les valeurs des films traditionnels, qui pour moi c'est un piège, cette espèce de tendance dans le cinéma d'animation, heu, le clin d'œil sans profondeur, c'est quelque chose qui, à mon avis, se dessine, commence à se dessiner avec Shrek, qui pour moi fait la bascule industrielle dans ce type de cinéma. Avec Heu, une certaine adresse quand même, hein, pour le coup. bien sûr, c'est Qui est pas le bien cas, ce sûr. que je veux dire dans ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est presque du clone, industriel, alors que Shrek, pour le coup, avait au moins le mérite, et avait vraiment le mérite d'ailleurs, d'initier ça. C'est-à-dire de créer quelque chose, en fait. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors je parlais de piège, c'est un piège quand ça s'automatise en quelque sorte. On voit qu'il y a les remakes, qui sont on peut même presque parler en fait de plagiat presque à un moment, quand on regarde, Mille et une pattes, Fourmise, Lucas Fourmi malgré lui qui sortent, bah, 5 ans d'intervalle, 6 ans d'intervalle et qui, usent des mêmes icônes, des mêmes personnages, donc il y a une espèce de réemploi d'idées qui semble institutionnalisé, qui met en avant les gags, les références au détriment de l'intrigue. On voit aussi que par exemple, Shrek 2 et 3, je parlais de Shrek, mais L'Âge de glace aussi a fait pour moi a fait les frais de cette, comment dire? De cette recette avec, des films qui sont gonflés aux gags. Tu parlais d'énergie hyperactive, tout à l'heure, c'est à mon avis, c'est un gros problème ça. Surtout quand on voit la minceur de la production, relative de la production des studios d'animation, par rapport, au cinéma en prise de vue réelle. On pourrait dire que du coup, c'est aussi le cas dans le cinéma en prise de vue réelle, mais pour moi, vu que le catalogue du cinéma d'animation est réduit, on se retrouve avec trois quatre films qui se battent, au box-office et qui en fait, sont tous les 3 ou les 4 le fruit de la même recette. Et dans le cas de Jumpers, en plus, ce film coche toutes les cases, hein, donc on le dit, hein, l'hyperactivité, le rythme, l'humour. Je pense que la VF, depuis une dizaine d'années, ne cesse d'appuyer cet aspect-là en plus. Je pense que aujourd'hui, la grande tradition nouvelle, naissante de la VF, c'est de venir appuyer les références, de venir ajouter des références à la référence, là où il n'y en a parfois même pas, hein, dans la version originale. Et Jumpers va jusqu'à, par moment, rendre explicite sa propre démarche. Les personnages mentionnent Avatar quand il s'agit du dispositif. Donc le dispositif permet au personnage principal, Mabel Tanaka, qui est une jeune fille passionnée par les animaux et qui souhaite les protéger. Cette technologie lui permet de se transplanter dans un castor, dans un robot castor réaliste. Et tout de suite, ce qu'elle dit, c'est quand on lui apprend comment ça fonctionne: «Ah, comme dans Avatar». Et je trouve que c'est un aveu de faiblesse, ça ne sert à rien, ce n'est pas drôle, ça vient simplement
entériner le fait que le film ressemble à quelque chose d'autre. Je trouve que c'est presque une autocritique qui en plus n'est même pas, comment dire, n'est même pas vraiment le fruit d'une capacité à se remettre en question. C'est juste une référence qu'on vient placer pour montrer qu'on sait. Mais en fait, on ne demande pas aux créateurs, aux scénaristes de montrer qu'ils savent. On leur demande de créer quelque chose, de produire. Et dans hem, cette veine où on vient tout surexpliciter, l'humour, j'ai beaucoup de gens riaient dans la salle, mais moi je trouve que c'est affligeant en fait pour les enfants de grandir avec des films qui sont aussi pauvres en matière d'imaginaire, de narration. Donc dans ce grand bain-là de références et de gags, il y a des personnages gags. Voilà, le personnage de Michel dans Jumpers est un personnage gag, c'est-à-dire qu'il n'a aucune existence narrative, psychologique, même formelle, sinon d'être un gag. Ça pouvait marcher dans un film comme Zootopie quand il y avait Flash et que ça durait 2 minutes et que c'était histoire d'une blague. Quand c'est un personnage qui suit les protagonistes pendant tout le film, ça devient tout simplement lassant, d'autant qu'en plus son caractère hyper radical de personnage gag tend à changer quand la situation le demande. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais en tout cas, ce film, euh, comment dirais-je, d'autant plus le défaut, comme on le disait au début, de s'ouvrir de la comparaison avec les autres Pixar, qui étaient des films, je le rappelle, jusqu'à peu près Toy Story 3, vice-versa, extrêmement ambigus, extrêmement élégants dans leurs gestes, qui se passaient souvent d'explications, qui se passaient souvent de rendre explicite leurs blagues, qui se passaient même pendant une longue partie des films de blagues parfois. Un film comme Wall-E ou comme Nemo, des films comme ça, ce sont des films qui pendant 20 minutes peuvent être complètement aérés sans gag. Ça veut pas dire qu'ils sont pas drôles, mais sans gag réel. Et là, on a perdu depuis une dizaine d'années l'ambiguïté des personnages Pixar qui ne sont pas des personnages. Là, on sent bien que les studios veulent créer avec leurs nouveaux films, avec Alerte Rouge, donc avec Jumpers, ils veulent créer des personnages qui sont des personnages dans l'air du temps, qui parleront aux adolescents Personnage cool. ou aux enfants. Voilà, des personnages cool, des personnages d'ailleurs moralement très bons. Hein. Mabel Tanaka est un personnage moralement très positif, et en ce sens, c'est même pas un problème. Mais le problème, c'est que les personnages Pixar à l'origine sont des personnages qui justement ne sont absolument pas inscrits dans l'air du temps. Que ce soit Flash McQueen, que ce soit Marin, que ce soit Nemo, que ce soit Sully et Bob, ce sont des personnages qui défient les époques, qui défient les tendances, qui sont assez difficiles à cerner dans leur motivation et dans leur rapport au monde contemporain. Pixar a toujours été ambigu dans son rapport à la technique. Ici, on a perdu toute ambiguïté. La technique, on comprend, ça peut être dangereux, mais ça peut aussi permettre d'aider les animaux, donc c'est quand même utile. Et le personnage est positif. Fort heureusement, le personnage de Mabel Tanaka, je sais pas ce que tu en penses, est magnifiquement modélisé, très bien. Pour moi, c'est un des personnages humains les plus beaux visuellement de Pixar. Son personnage admet une certaine animalité dans ses comportements pourtant humains. Donc ça, c'est une finesse d'animation que je trouve très intéressante et qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans le film. Mais tout ce qu'il y a autour d'elle est d'un fade et d'un convenu euh, qui, compte tenu justement, comme je le disais, je me répète, de l'ambiguïté des films Pixar et de leur profondeur, paraît un peu, enfin, fait un peu pâle figure, quoi. Bah, moi j'y ai cru quand même pendant, je dirais, pendant, 5-10 minutes à ce film. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, sur le papier, ce que le film semblait vouloir faire au début, donc avec son programme d'inspiration très large, des documentaires, animaliers, Avatar, Ghibli, Pompoko et cetera. On avait, à la fois le début d'une fable écolo, qui parlait d'éco-anxiété, de destruction d'infrastructures et cetera. Un discours qui semblait se mettre en place sur l'empathie interespèce, et avec justement le barrière de langage. Je trouve justement que le mutisme des animaux, ou la manière dont leurs pupilles étaient rendues en fonction du rapport qu'ils avaient, soit à l'animal, soit à l'être humain, était plutôt intéressant. Il faut préciser En que même temps, les yeux des personnages sont des billes noires assez inexpressives quand ils sont perçus du point de vue des humains, mais quand on est dans leur monde à eux par l'intermédiaire d'un robot avatar,
on les voit avec des yeux et des visages expressifs et anthropomorphes, pardon. Voilà, faut préciser Voilà. ça comme ça. Et ça, c'est une petite, d'ailleurs, c'est une petite subtilité d'animation qui effectivement est louable, je trouve. Oui, bah, en fait, moi, j'ai trouvé, plusieurs choses que je trouvais sympathiques dans le film, voilà, le fait qu'il y ait du mélange des genres, qu'on ait, un aspect, comédie cartoon à certains moments, avec justement l'utilisation de la 3D qui est en quelque sorte, en fait, une continuation de l'esthétique des années 1950. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la comparaison avec Tex Avery. Je trouve aussi qu'il y a, des pointes de suspense horrifique qui étaient bien utilisées. Et c'est là que, pour moi, ça aurait pu faire la force du film, c'est-à-dire qu'il y a une grappe d'idées qui semblait se dessiner et la question, à mon avis, c'était pas: «Est-ce que c'est pertinent?» mais c'est plutôt: «Est-ce que le film va réussir à bien hiérarchiser les choses?» Et à mon sens, le film se plante complètement dans son ton, donc on a un film qui commence à être étrange, mais qui a une étrangeté qui ne tient pas toujours au même niveau. Hem Il y a plusieurs modes qui se rencontrent, donc le mode contemplatif et sensoriel, le burlesque, l'horreur et pour moi l'enjeu c'est la couture de ces mondes, et même s'il y a pris à part certaines scènes sont réussies, moi je pense à la scène du labo, le moment où Pixar flirte avec un imaginaire de contrôle du corps que je trouvais plutôt intéressante. Ça casse, à plusieurs moments. Il y a des ruptures tonales assez fortes qui, chez moi, ont fait retomber le soufflet, où je me suis dit: «Oh, oh non, voilà quoi. Sérieux quoi les gars, on veut nous parler d'éco-anxiété, mais on nous met des numéros de mascotte quoi, en quelque sorte» et c'est là où je me suis dit: «Bah, ils sont retombés dans ce genre de travers quoi», où en fait on reconfigure, la morale, sujet grave, traitement comique et en fait, à la fin, ce qui reste, c'est que, le film amortit toutes ses conséquences, notamment l'urbanisme et sa dimension destructrice, qui sont employées dans plusieurs films, hein, le problème, c'est même pas que le récit refuse de punir ou qu'il refuse de trancher, c'est que le film semble frileux. Il évite de juger à tout moment quoi que ce soit, de poser un regard. Il le fait au début, mais c'est rapidement, dissous dans une espèce d'escalade narrative. Et il y a pas grand chose qui est mis en crise finalement. Donc, je suis ressorti avec le sentiment que rien n'est vraiment grave, donc rien n'est vraiment est vraiment urgent et pour moi ça fait que ce message très, très, comment dire? Placardé, amusant, fait de ce Pixar un Pixar de seconde zone, dans son relativisme moral. Oui, et comme tu le dis, extrêmement consensuel, malgré le fait que le film contienne des traitements implicites assez presque douteux vis-à-vis de son projet, puisqu'il se veut écologique, puisqu'il se veut un film de mise en avant de la place des animaux de la, et de la place de l'homme dans un tout. Je trouve par exemple que compte tenu de ce projet-là, avoir fait des poissons, des batraciens, des reptiles, des animaux justement en gag, sans profondeur, vis-à-vis des mammifères qui, eux, sont présentés comme ayant des rapports sociaux, hiérarchiques et émotionnels plus riches, est une erreur que la fin tente de corriger mais qu'elle ne parvient pas à corriger. Cela dit, la fin du film me paraît beaucoup plus réussie que le début. Et c'est là peut-être où nous ne serons pas d'accord. Enfin, je sais pas trop. Je crois avoir compris qu'au début, tu y croyais, après non. Moi, j'étais complètement désabusé pendant tout le film. Et j'étais plutôt agréablement surpris de voir beaucoup d'éléments s'équilibrer, notamment sur le plan de l'émotion. C'est un film qui cherche de manière assez ostentatoire à produire de l'émotion par le biais de flashbacks très convenus, visuellement fade en plus, et qui à la fin trouve des moyens de créer une émotion qui est plus juste. Je pense par exemple à la relation de Mabel avec les animaux qui devient pour le coup ambiguë, pour le coup difficile mais belle à la fin. Je trouve que l'animation est plus aboutie, qu'elle s'exprime, elle est mieux dans l'espèce de climax final, parce qu'il y a un climax en tout cas visuel, et pour le coup l'animation s'y exprime bien, alors que je la trouvais relativement terne pendant une grande partie du film. Et,
Et à part ça, le problème, c'est que je ressors de ce film avec pas grand-chose à en dire, sinon des remarques précises sur quelques éléments. Quelque chose qui m'a frappé, par exemple, c'est le fait qu'il y a une confusion psychologie-corps pour moi, entre la psychologie et les corps. C'est-à-dire quand un personnage passe dans son avatar, sa psychologie devrait rester la même et non s'adapter aux traits de son avatar. Et pourtant, je remarque que, par exemple, Mabel change de caractère quand elle est en castor pour avoir une physionomie, une expression faciale, une manière un humour qui correspond mieux à ses nouveaux traits. Bon, ça, c'est des détails qui peuvent un peu peser sur le film, mais globalement, il n'y a pas grand-chose à tirer de ça. Le message est effectivement louable, encore une fois. C'est un message écologique qui vise à une réconciliation. Ça a été beaucoup souligné par la presse américaine qui semble aimer le fait qu'on veuille réconcilier. Je juge pas du fait que ce soit bien ou pas bien. C'est le projet du film et il faut le prendre pour ce qu'il est. Et ça aurait pu être mieux fait. Mais à part ça, bah, c'est un film dont on retient effectivement soit les gags s'ils nous ont plu, soit justement, pour ma part, au moins 1 heure passée presque gêné devant un humour qui ne me faisait rien. Et tu parlais de mélange des genres, c'est vrai, mais comme tu le dis, il y a un problème d'équilibre des tons qui fait que le mélange des genres est complètement noyé par le fait que l'humour hystérique mange tout, mange l'espace du film. Le personnage de la professeure scientifique de Mabel, qui est à l'origine de ce programme d'Avatar, est par exemple absolument insupportable. Elle n'a qu'une expression pendant tout le film, qui est une expression d'excès, et qui ne se résout jamais. Je trouve que des petits moments de pause ou des nuances auraient été bienvenus. Je ne dis pas qu'un personnage doit forcément avoir 2 côtés très marqués, mais quand même, c'est encore un personnage gag. Donc c'est à peu près tout ce que je retiens, et je suis désolé pour les auditeurs s'ils trouvent que j'ai pas grand chose à en dire, mais de fait, le film me paraît vraiment plat. C'est dommage, parce que peut-être que vous me verrez réutiliser le personnage de Mabel pour une photo de profil bientôt, parce que je le trouve génial. Mais c'est frustrant, parce que cet imaginaire du Pacifique Nord-Ouest, des forêts de conifères, du castor américain, de l'ours brun, j'aime beaucoup les mammifères des États-Unis, d'Amérique du Nord, me parlait, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à construire sur l'idée de la découverte d'un monde animal depuis l'intérieur, forcément, et que le film ne tranche sur aucun point. Les animaux finissent par être bons, hein, globalement, les hommes sont aussi bons, avec des défauts, et voilà, on en revient au statu quo avec une rocade, là je spoil, qui est légèrement déplacée, point. Et je trouve ça en fait assez terrible pour le message que ça envoie, parce que c'est un message défaitiste. Donc c'est un film qui en plus se vante presque d'être positif sur tous les points, et en apparence il l'est, écologiste, peut-être aussi potentiellement féministe, mais en fait le film n'est qu'une une micro-révolution qui ramène à un statu quo. Oui, bah, globalement, je suis d'accord, hein, c'est assez déplorable, même dommage, surtout que bon, moi, comme je t'ai dit, j'y ai cru pendant, enfin, j'y ai cru. Je me suis pas dit que j'allais assister à, l'équivalent de Cars ou Nemo, mais disons qu'à travers la séquence d'ouverture que j'ai trouvée parfois élégante, je trouvais la manière dont les enjeux émotionnels étaient assez bien traités, Oui, même la si on séquence oublie d'ouverture est très certains. bien, très drôle. Voilà, oui, ouais, à part les certaines tournures de phrases et situations calibrées qu'on connaît que trop bien, moi j'étais prêt voilà, à me laisser emporter et dans un film qui veut nous parler d'écoute, de la nature comme de soi-même avec un travail du son, qui me semblait assez intéressant quand même. Heu, j'ai trouvé que les bruits de la nature, le jeu justement sur les voix des animaux était assez intéressant. Hem D'un point de vue technique, il y avait pour moi, il y avait une volonté de composer des plans qui étaient, relativement, relativement complexes avec des jeux sur les focales, ou, par exemple les transitions entre machines et humains qui étaient assez La intéressantes. profondeur de champ qui est Hem, plutôt bien exploitée sur certains plans aussi, c'est à noter, parce que souvent dans les films d'animation, on peut tomber dans quelque chose d'un peu plat, et là il y a une très grande profondeur de champ, et on exploite le côté tridimensionnel de l'espace filmique. et oui et puis il y avait pour ce qui est de globalement de la patte graphique du film, de
son espèce d'aspect diorama, minimaliste, mais en même temps hyper texturé. J'ai trouvé ça assez intéressant, même si j'ai rapidement été mis mal à l'aise par justement ce côté parfois, petit environnement composé, très contrôlé, presque jardin quoi. On n'est pas dans un espèce de chaos vivant, mais plutôt dans un espace mis en vitrine. C'est là où moi ça me fait penser, je sais pas trop si vous avez en tête les visuels, mais on a souvent des visuels en axonométrie, en 3D où on a des petits espaces comme ça naturels, mis en scène. Hem et bon, pour moi, il y a quand même une rupture relative avec, ce qu'on peut appeler le Pixar plus classique, où la stylisation se faisait souvent oublier derrière la narration et et puis après pour moi, il y a le mauvais goût, quoi. Je sais pas comment appeler ça autrement, mais le film en fait une qualité à certains moments, mais des fois ça frôle vraiment, l'esthétique, toyetique. Vous voyez les espèces d'animaux extrêmement lisses, qui sont presque des aspects de pictogrammes, c'est encore plus malaisant quand on voit le traitement des personnages. C'est-à-dire que à part Mabel, je ne trouve et peut-être le roi des castors, je ne trouve aucun personnage qui ait de la chair, qui soit un tant soit peu ambigu. On nous a fait une campagne de communication avec le grizzly, la grizzly, qui revient, dans tous les visuels et l'espèce de petite bande joyeuse, d'amis, avec le lézard, et et puis les autres animaux, le daim et cetera, qui ne sont absolument pas développés. C'est-à-dire, je ne sais même pas si ils ont plus de 3 lignes de dialogue dans le film Ah, dans le et cas le du fait grizzly, que c'est frappant, quoi. c'est effarant, ouais, c'est effarant, ouais. Le personnage dit une phrase, on a l'impression que c'est un personnage qui va avoir qui va prendre part à un conflit moral parce que Mabel empêche un castor de se faire manger par le grizzly. A priori, ce serait une rupture avec la loi de l'étang. Donc il faut aller voir le roi pour résoudre le problème. Et en fait, le problème est balayé, on parle plus du grizzly. Le grizzly revient par endroits quand c'est nécessaire pour la narration, mais n'a aucune profondeur, aucune épaisseur. Tu as raison de le souligner, pardon, je te coupais, mais parce que pour le coup, ça m'a vraiment frappé. C'est un personnage inconsistant au possible. Oui, enfin la plupart des Titus qui est le vilain du film, ou même tous les autres, rois des parce qu'il y a en gros, il y a le roi des volatiles, le roi des insectes, enfin la reine des insectes, le roi des batraciens et le roi des reptiles qui ne sont, Et des mais poissons aussi. absolument pas développés et des poissons, on les oublie toujours et qui ne sont absolument pas, en fait, je ne demande même pas un développement quoi avec, intro, développement, conclusion, je demande juste d'avoir des personnages qui semblent vivre par le biais de la mise en scène et par leur place dans un système narratif et pour moi, c'est là où voilà, c'est un film qui parfois, peut être superbe, mais vraiment parfois quoi. C'est pour ne pas dire, très rarement et qui est franchement confus et en fait, sa confusion, pour moi, ça aboutit sur un raté, quoi. Malheureusement. Il y a des choses qui sont testées, quoi, dans le style, la tonalité, la pointe de genre, mais qui n'assument pas ces choses-là, qui, est assez bizarre pour intriguer, mais qui est vraiment, trop conciliant et à mon avis, voilà, c'est pourquoi est-ce que Pixar aujourd'hui en est là, quoi? Là, pour le coup, c'était mieux avant, ça me paraît être, une maxime bien à propos pour le cas Pixar. Oui, je suis d'accord. Je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi ce studio a cherché à se renouveler. C'est tout à fait. Ça s'entend. Mais je me dis qu'à force de faire des essais, et d'ailleurs toujours dans le même sens, hein, et de se rater, il serait peut-être temps de changer quelque chose. De toute façon, ce qui est notable, c'est que c'est le changement d'équipe créative principale, on va dire, les réalisateurs et les scénaristes, qui a amené ça, puisque les scénaristes et réalisateurs de la première période Pixar sont presque tous partis, sauf Pete Docter et Leon Krish qui devraient revenir pour Toy Story 5, mais sinon ils sont tous partis. Et Pete Docter a pris la place de John Lasseter, et Pete Docter est un homme talentueux, et je ne doute pas du fait qu'il y ait d'autres réalisateurs talentueux à qui on puisse laisser une place, mais vraisemblablement ça ne prend pas. Pixar a beaucoup troqué son abstraction géométrique qui venait tout droit, à mon avis, de la Silicon Valley et de l'esthétique
une esthétique un peu de la plénitude et de la pureté de la Silicon Valley. Pixar a troqué cet aspect-là pour une forme de réalisme qui était recherchée ailleurs par DreamWorks notamment. Ça pourrait être une piste, mais je trouve qu'ils n'en ont pas fait grand-chose, à part voilà, des personnages qui sont beaux. Mais des personnages qui sont beaux, ce ne sont pas des personnages d'animation qui bougent, qui s'expriment, qui vivent des choses forcément passionnantes. Euh, Au niveau de l'animation, le plus intéressant qu'ils aient essayé pour moi, c'est peut-être Élémentaire, qui pour le coup avait le défaut d'être un film lui aussi consensuel et qui cédait à trop de facilité narrative, mais qui était par contre esthétiquement tout à fait novateur et même par moments très impressionnant. Mais pour revenir à Jumpers, c'est un micro pas de côté, c'est-à-dire qu'on a une ligne qu'on continue de suivre, le réalisme, la fiction qui doit entrer de plus en plus en résonance avec les problèmes contemporains, et une prise de risque minime qui est contenue par un environnement consensuel, par une sorte de chape de plomb, comme ça. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas prendre trop de risques moraux, trop de risques éthiques, trop d'ambiguïté, trop de risques plastiques. Il faut juste montrer des petits sursauts. Et malheureusement, on relève ces sursauts et pas le reste, puisque le reste est calibré. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. En tout cas, moi je conseille aux gens qui aiment Pixar d'aller le voir pour voir ce que continue de faire le studio, mais à part ça, c'est- ce film ne marquera pas l'histoire du cinéma d'animation. Ouais, enfin, Pixar, mais au bout d'un moment, ça n'a de Pixar que le nom, quoi. Parce que franchement, pour moi, le côté intéressant de Pixar, c'est qu'ils avaient quand même réussi à créer une mythologie de studio en un temps record. C'était un studio qui se défiait justement de la citation et qui jouait plutôt de l'autoréférence. Leur production, Et encore, n'hésitait pas à citer explicitement les productions précédentes de la firme. Euh, pour moi, il y a Cars qui joue de cette démarche avec les bêtisiers, les crossovers. Le- Bon, c'était une manière de construire une légende Pixar, quoi. Et en fait, pour moi, le côté presque de citer des choses qui sont en dehors de la mythologie de studio, c'est une manière presque de faire de l'anti-Pixar. oui, et puis au-delà de l'autoréférencement, qui était pas vraiment la matière du film, hein, c'était Non, souvent non, un non, petit non, gag. non, je précise que c'était très discret, oui. Oui, oui, mais comme tu l'as dit, c'était des bêtisiers, souvent. Mais au-delà de ça, il y avait une forme d'évidence qui est difficile hein, à expliquer. C'est difficile d'expliquer l'évidence et la simplicité, presque poétique des premiers Pixar. C'est difficile de mettre des mots dessus. Mais cette évidence-là qui cachait toute la complexité, toute la richesse thématique qui a pu être développée par exemple dans le livre Génie de Pixar d'Hervé Aubron, cette simplicité-là, elle est complètement perdue. Et en fait, un Pixar, normalement, pour moi, un Pixar, on regarde le film et spontanément, on se dit waouh, c'est un Pixar. Et pourquoi on ne sait pas. C'est transparent, simple, beau, évident, élégant. On ne voit pas le film en train d'essayer de faire des choses. Le film est comme un objet rond, fini, abouti. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. On essaie de faire un chaos organisé, et ça ne fonctionne pas. Voilà, moi, j'ai rien à ajouter. Je te laisse le mot de la fin si tu veux. Non, moi je pense qu'on peut conclure, si ce n'est que peut-être que cette petite discussion autour de Jumpers et de Pixar en général pourra aboutir sur d'autres épisodes. Je pense que ça peut être intéressant de traiter le sujet Pixar à la lumière des anciens films et de l'état du studio. Bah, ce serait avec grand plaisir. Donc faites-nous savoir si des épisodes ou un épisode sur Pixar en général vous intéresse. Et sur ce, je clôt l'épisode d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir et merci de nous avoir écoutés. Salut Étienne. Salut!